J'ai l'impression de vivre un moment exceptionnel. Écoute, nous sommes au moins deux. Moi aussi, je suis très contente d'être là. Le début Invitée en duplex. de grandes choses. Alors, bon, dites des choses, il nous dit Bruno. Alors, est-ce que t'as tweeté, hein, t'as dit qu'on était en live? Oui. Alors merci Fanny Barnabé de nous rejoindre pour ce premier live de la chaîne Twitch Liège Game Lab. Bonjour Xaël, il faut faire comme les professionnels du Twitch. Bonjour Xaël. Il faut peut-être qu'on explique un peu. Donc j'ai fait un plan de notre intervention. Je me disais d'abord qu'on devrait expliquer un peu ce qu'on essaye de faire avec la chaîne en général. On voit plus vos noms, c'est vrai. Et Mais est-ce que vous ne savez pas qui on est? finalement, tac tac. Mais regarde, je suis un professionnel. Je vais faire ça en 2 secondes. Merci Alexis, et ça me donne l'occasion de remercier publiquement Alexis pour cet incroyable setup visuel et graphique avec ce contour et ces petites bannières dans tous les sens. Un travail... Et le nouveau logo du LGL qui s'affiche en bas. Ouais, de manière tout à fait splendide. Oui, c'est vrai qu'on perd du charme le matin, on est trop facile. Donc, j'avais noté en gros 2 choses. D'abord, un propos général sur... salut Gaël, sur le projet de cette chaîne. Le projet de la chaîne, en fait, c'est de faire des réunions comme on en fait en général entre nous de manière complètement improvisée et donc sans organisation préalable et sans préparation, même si au niveau technique, je pense qu'il va falloir qu'on se rôde un petit peu. Et c'est ce qu'on a pris l'habitude d'appeler au Liège Game Lab des cafés-thèses. Alors Fanny, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un café-thèse? Eh bien, c'est une réunion où on boit du café en parlant de nos thèses. Et c'est plutôt sympa. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on faisait au début de doctorat, quand on était de jeunes fringants doctorants. Et en gros, c'était de manière complètement improvisée quand on avait un souci ou une question ou qu'on bloquait sur un point, on se réunissait autour d'un café et on discutait de ça. Et généralement, ça permettait de débloquer un peu les choses, quoi. C'est ça, donc l'idée en fait à chaque fois c'est de se dire tiens j'ai envie de te parler de tel truc de ma recherche, j'ai envie d'avoir ton avis dessus et de voir ce qui spontanément en sort. Donc je pense qu'il y aura des fois où il n'y a absolument rien qui va en sortir et puis des fois peut-être qu'il y aura des choses. Et c'est un truc que je trouve important puisque le monde de la recherche, en tout cas au niveau des échanges publics, et souvent peut avoir un côté un peu théâtral où les gens, on est forcément un peu en représentation dans un colloque puisqu'on a beaucoup travaillé à l'avance et puis d'un coup on essaye de livrer des résultats. Mais c'est bien aussi d'avoir... Ici, il n'y aura pas de résultat. Il n'y aura ni préparation, ni résultat. Mais non, mais peut-être qu'on fera aussi des formats plus préparés, plus travaillés, etc. D'ailleurs, jeudi prochain à 16h, je donnerai cours sur jeux vidéo amateurs. 16h30. Ah, 16h30, pardon, 16h30. Voire 17h15, non je rigole. 16h30, donc là ce sera vraiment donner un cours public sur un sujet, donc ce sera évidemment préparé. Mais l'idée des cafés-thèses, c'est voilà, d'avoir ce côté peut-être plus on teste des jeux, on regarde ce qu'on en pense et puis on voit ce qui se passe. Voilà. Vous avez des questions? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien en cette période troublée? Cher public de 12 personnes. Ah, il y a 12 personnes. Abonnez-vous. Incroyable. 13 avec moi. Ah, maintenant il y a toi aussi. Ah, il y a Maxime Berbeselt. C'est quand même génial cette communauté où on connaît absolument tous les membres du public personnellement. C'est génial. Est-ce que vous êtes là? Ah, il y a Esteban. Salut Esteban. Salut. Eh ben, on ne connaît pas tous vos pseudos nécessairement, donc vous pouvez quand même être anonyme un tout petit peu. Sauf si vous avez le même pseudo que sur Twitter. En fait. Oui, il y a des pseudos que je connais pas.
C'est génial. Bruno Dupont du LG, Bruno Dupont LGL, je pense que là c'est assez explicite. Je sais pas, c'est peut-être un déguisement. Oui, c'est peut-être un faux Bruno. Salut Esteban. Donc du coup on fait quoi? On commence? Le son a coupé sur le dernier truc que t'as dit, du coup je sais pas. Juste au moment où je proposais de commencer. Bah oui, vas-y. Qu'est-ce que tu voulais me montrer aujourd'hui? Alors, il y a deux jeux que je voulais te montrer, et puis il y en a probablement qu'un qui va marcher. Donc on va voir ce qui se passe. J'essaierai quand même. Non, le deuxième, il faudra que j'essaye, mais il faudra refaire un changement de capture, comme tu me le disais tout à l'heure. Je voulais en fait d'abord montrer cette. Salut Christophe. Alors, excellent. Salut Christophe. T'arrives pile au bon moment, puisque, comme j'expliquais, je voulais montrer à ma collègue Fanny le travail de cette communauté qui a été initiée donc par Christophe. Donc c'est super que tu sois en ligne et n'hésite pas, je parle sous ton contrôle, n'hésite pas à nous corriger si on dit des bêtises. Donc Zelda Solarus à la base, donc ça s'appelait Zelda Solarus à la base, c'est une communauté qui a démarré en 2006, si j'en crois les mentions légales du site internet, qui est devenue entre-temps Solarus Games, et qui a une très longue histoire, que je ne vais pas retracer ici, mais que c'est vraiment une histoire intéressante pour une communauté qui a donc 14 ans. Et qui a commencé par la sortie d'un fangame qui a été remarqué, qui était au début sorti sur RPG Maker, qui s'appelait le Zelda Solarus, Zelda Solarus tout court, The Legend of Zelda Solarus, Mystery of Solarus, voilà, pardon. Donc qui était créé sur RPG Maker, et qui ensuite, après moult rebondissements au sein de la communauté, puis des différents projets de Christophe et de la communauté qui s'est créée un peu autour de lui, a sorti plusieurs jeux et un logiciel de création. Donc ce logiciel de création, c'est Solarus Engine. Donc là j'ai mis le site internet, hein, donc c'est solarus-games.org, sur lequel vous pouvez télécharger le logiciel de création lui-même, mais aussi les jeux qui ont été créés avec ce logiciel en question. Il y a un pack de ressources avec, je pense, des images soit de Zelda, soit de... Je sais qu'il travaillait à une époque sur des images libres de droit. Et donc en fait, il y a deux choses que je voulais te montrer, Fanny. C'est surtout parce que toi tu travailles sur les détournements de jeux vidéo, c'était le sujet de ta thèse, notamment, je sais pas si je me rappelle plus si tu parlais de fangame, je sais que tu parlais de ROM hack. Alors, ouais, c'est ça. Tu utilisais le terme fangame ou pas? J'ai fait donc ma thèse c'était sur le détournement en général, mais il y a un chapitre par pratique de détournement, disons, et il y a un chapitre sur le modding et le hacking où je parle des ROM hacks de Pokémon. Donc, qu'on pourrait qualifier de fangame complètement. Alors, je parle plutôt de ROM hack que de fangame parce que dans les sphères où j'allais chercher ces ROM hacks là, on parlait plutôt de ROM hack. Donc, j'ai repris le vocabulaire des créateurs, quoi. Donc, faut peut-être expliquer du coup ce que c'est un ROM hack. C'est une modification d'un jeu préexistant. Ici, une modification des ROM de Pokémon. C'est ça. Donc la ROM, c'est le logiciel émulé et puis porté sur ordinateur. Et donc, par exemple, on a un logiciel de ROM hacking très connu, c'est Lunar Magic, qui permet de modifier Super Mario Bros. C'est tout, sur Super NES, je pense. Ou je sais plus lequel c'est pas Super Mario World ou Super Mario Bros. J'ai un doute maintenant. J'ai un doute aussi. Bros, disons Bros. Et attends, on fait de la recherche en action, quoi. J'ai pas... Ouais, j'aurais dû ouvrir ma thèse, mais elle est sur un autre ordi. Lunar Magic, donc c'est Super Mario World, et ça a été programmé par Fusoya.
Ce qui est intéressant, enfin il y a plein de choses qui sont intéressantes donc à dire, mais donc un fangame pour expliquer si jamais il y a besoin, c'est donc un jeu créé par des amateurs qui s'inspirent et qui s'intègrent dans une diégèse, dans un monde fictionnel déjà connu et partagé. Et voilà, donc ça a beaucoup marqué l'histoire de Zelda Solarus. Comme le dit Christopho dans le chat, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer dans cette communauté, puisque à la base il faisait plutôt des fangames et maintenant il voudrait faire donc moins des Zelda et plus des jeux libres à l'avenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau formel, donc je reprends un peu mon histoire, mais donc il y a eu plein de rebondissements. Zelda Solarus avait été créé sur RPG Maker, et puis il a été reprogrammé entièrement en C++, par Christopho et puis aidé de la communauté. Et en reprogrammant le jeu, le projet de Christopho s'est dédoublé, puisque d'un coup il s'est mis à faire aussi un logiciel de création de Zelda-like. Et maintenant c'est plus d'ailleurs c'est plus présenté comme un logiciel de création de Zelda-like, mais de ARPG. Ouais. Je peux te poser une question juste sur la page que tu montres à propos de la différence fangame et jeu libre. Je suppose que Vegan, Desert Island et Ocean's Heart, c'est pas des... C'est des jeux originaux, ça. C'est des jeux originaux. Et d'ailleurs... Non, il n'y a pas le... Je croyais qu'il y avait une catégorie sur la gauche entre fangame et pas, mais non. Oui. Donc celui-là qui a un titre rigolo, Vegan on Desert Island, je ne l'ai pas encore testé. Mais il y a des mouettes qui ont des lunettes, donc a priori je dirais que c'est plutôt une bonne idée de le tester. Ça a l'air super. Et Ocean Hearts, Christopho m'en avait dit beaucoup de bien. Et je sais que c'est un jeu voilà, qui a son propre univers et dans lequel on incarne une jeune fille. Alors, exactement Fanny. Voilà, il t'a confirmé. Merci. Il t'a validé. Donc il y a les deux jeux principaux moi qui me semblaient intéressants de te montrer. C'était d'abord pardon, excuse-moi. Donc le jeu d'origine qui a été recréé qui s'appelle Mystery of Solarus DX venant pour dire Deluxe, donc la version qui a été reprogrammée en C++, et la version XD qui est donc la version de DX pour faire un smiley qui rigole et qui est en fait une espèce de parodie des Zelda. Et donc ça on a là à mon avis plein d'éléments rigolos puisque du coup en faisant une parodie l'équipe de Solarus pointe plein de choses sur met en évidence et en exergue des règles de l'univers de Zelda, donc c'est assez rigolo. Voilà. Merci Alexis, je te retourne le compliment. Alors du coup je vais peut-être juste tac, voilà, montrer le jeu. Je suis très curieuse à propos du défi de Zelda aussi. Oui, je les connais pas non plus, j'ai pas encore pris le temps de... Non, faut pas que je fasse ça. Tac. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas touché à ce jeu, donc j'espère que... Et comme je suis assez nul en général sur les énigmes, je suis content que Christopho soit là, parce qu'au pire, il va nous aider à comprendre ce qu'il faut qu'on fasse. On peut avoir le son du jeu, oui. A priori, vous avez le son du jeu à partir de maintenant. Je vais juste attendre de voir qu'on me confirme. Il n'y avait pas de son en fait dans l'écran titre juste avant. Nickel, dit-il. Super. Je ne sais plus. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est les deux jeux que je voulais te montrer. En fait, c'était, je voulais te les montrer parce qu'il y en a un qui me semble relativement respectueux des règles de Zelda. Et donc en soi, c'est intéressant aussi. Ouais, le son du jeu est un poil fort, mais alors ça, j'ignore comment est-ce qu'on va faire. Je sais pas comment mixer ça.
Dans OBS, je crois que tu peux mixer le différentes sorties. Attends, juste voir. Ok, ça c'est le son du jeu, je pense. Je pense qu'on est mieux là. Voilà, c'est bon. Incroyable. Merci de nous expliquer Là, on n'entend plus rien. Donc, je reprends là où j'avais dit avant. Oui. Là. On n'entend plus Fanny, purée. Je sais que j'ai pas de voix. On n'entend plus Fanny non plus. Mais comment c'est possible que ça ait baissé donc... Et maintenant Le son de Fanny est corrélé avec le son du jeu. Donc c'est là. Si je remonte à fond, dans 5 secondes, on va me dire on entend à nouveau le jeu trop fort. Et maintenant, il faut que je parle en permanence pour qu'on puisse me dire si ça va mieux. Lali. Which things. Mais de nouveau, en plus, ouais, ouvre ton mixeur de son Windows. Ouais, je suis dans le mélangeur. J'ai baissé Zelda Mysterious Solaris DX dedans. Et augmenter Discord alors. S'il te le propose. Puis Discord, c'est moi. Et... Ah, ou tu peux changer le son du jeu dans le jeu lui-même. Qui est peut-être encore le plus facile, effectivement. Plus facile, mais est-ce que ça va être avant ou après que... Tac. Alors, option. Le Discord, c'est moi. Incroyable. Bah, vous voyez que vous m'entendez. Là, on est bon, je pense, a priori. Faut que je parle, c'est ça. On attend ces fameuses 10 secondes de lag. Je crois qu'il n'y a que 5-6 secondes là. Par rapport à ce que je vois dans la vignette Twitch. Cool. Et pareil pour les sons, effectivement. Alexis demande si la musique a été recomposée pour le jeu. Et s'il est sur quel logiciel? Pas que je sache, mais je vais laisser Christopho peut-être répondre parce que je suis pas sûr de ça. J'ai l'impression que ça fait partie des éléments de base qui ont été repris comme les sons, comme les images. Je sais que de base, ils s'étaient basés sur donc un rip des images du jeu original et qu'ils ont modifié puis ajouté des images. Donc c'est les musiques originales. Et quelques musiques inédites supplémentaires. Ouf, j'ai pas dit trop de bêtises. Super. Et c'est toi, Christophe, qui a fait les musiques inédites. Du coup, en pastichant aussi les musiques, enfin le type de musique de Zelda. Enfin, je sais pas, peut-être que tu as la réponse, Pierre-Yves. Je pense pas que ce soit Christophe, je pense que c'est quelqu'un de la communauté, mais je suis pas exactement sûr. J'essaie juste de remettre ta tête par-dessus. Non, mais bon. On a l'air d'être bon. Oui, c'est bon, mais bon. Bon, je lance. Hop. Ouais. Et si jamais j'ai une question par rapport à ce que tu disais avant qu'on ait tous les soucis de son, ouais. C'était que pour mon chapitre sur Pokémon, j'avais une des premières choses qui m'a frappée quand j'ai étudié les ROM hacks, c'était en fait leur caractère ultra fidèle à la licence originale. Ouais. Le fait qu'on aurait pu croire que ce serait comme dans le domaine des fanfictions, quoi, que les ROM hacks prendraient énormément de liberté avec la licence et en profiteraient pour faire un peu n'importe quoi, des crossovers. Alors il y en a qui font ça, mais c'est pas du tout la norme. La plupart des jeux, en fait, reproduisent mais vraiment ultra fidèlement les codes des jeux originaux. Ouais, tu m'en avais parlé, ça me pose question parce que je me demande d'abord s'il n'y a pas un effet de la technique, c'est-à-dire est-ce que c'est pas le fait de partir de la ROM et de la modifier qui rend plus difficile une recomposition plus grande de la licence?
Je pense il y a peut-être... il faudrait voir s'il y a plus de distance qui est prise en général via la création, via d'autres logiciels de création ou ce type-là. Ouais, je sais pas si ça suffit à expliquer parce que même dans le domaine du ROM hacking de Pokémon, il y a pas mal de fangames qui sont créés aussi via RPG Maker. Et c'est assez dur de voir la différence quand on joue. Enfin, peut-être ceux qui sont hyper familiers d'RPG Maker verront tout de suite que ça vient de là, mais moi, en tout cas, j'avais du mal à voir la différence, à part en allant voir les discours des créateurs, quoi. Et malgré ça, même dans ces jeux-là, il y avait énormément de motifs qui étaient repris, mais recréés, mais à l'identique, quoi, tu vois, genre, je sais pas moi, le pont Pépite, par exemple, c'est un passage où il y a 5 dresseurs et tu dois passer devant les 5 et les combattre les uns après les autres. Ben, on retrouvait ce motif-là dans plein de ROM hacks, mais à chaque fois refait différemment avec d'autres personnages, etc. Là, c'était pas juste du recyclage, quoi. Là, c'est ça qui m'intéressait dans le contraste des deux jeux. Je pense, mais il faudra vraiment qu'on arrive à faire genre peut-être 10 minutes d'un jeu puis 10 minutes de l'autre, en fait, simplement pour te montrer un peu la différence. C'est qu'à la fois, tu as Mysterious Solarius qui est DX qui me semble globalement, puis pour en avoir discuté avec Christopho, globalement fidèle à différentes choses de la franchise Zelda, même si dans les fangames Zelda, tu vas en avoir qui vont pousser plus loin l'histoire, d'autres plus loin les mécaniques de combat, d'autres plus loin différentes choses. Dans les jeux de Christopho en général, c'est plutôt les énigmes, dont les énigmes de blocs à pousser, dont on rigole beaucoup sur mon obsession pour ces énigmes de blocs à pousser, parce que c'est l'objet d'un chapitre dans ma thèse, parce que je suis allé essayer d'analyser finement l'utilisation des blocs à pousser dans les différents jeux de Christopho et les références qu'on peut y retrouver dans Sokoban et dans les jeux originaux, etc. Donc je passe pour un obsédé des blocs à pousser au sein de mes collègues, mais donc il va y avoir quelques trucs comme ça qui sont très spécifiques, qui vont être vraiment la signature, je trouve, de ce genre de jeu. Et puis à côté de ça, tu as la version parodique qui essaye soit de détourner, soit de s'amuser des règles, soit de s'écarter de la norme, quoi. Mais, en tout cas, voilà. Allez, j'arrête de parler pour l'instant, je vais juste raconter. D'anciennes légendes racontent qu'il y a bien longtemps. Donc c'est la suite de... Ça se veut être la suite du jeu sur Super NES. Lance le jeu. Alors, d'anciennes légendes racontent qu'il y a bien longtemps existait un magnifique royaume du nom d'Hyrule. Ce royaume prospérait sous la bénédiction de 3 déesses représentées sous la forme de la Triforce. 7 sages scellèrent la Triforce dans la Terre d'Or, le reflet utopique du monde, puis les siècles passèrent. Bien des générations plus tard, un maléfice sembla menacer Hyrule. Un mystérieux sorcier nommé Aghanim repoussa les ténèbres. Acclamé par le peuple, le roi le nomma à un poste haut placé. En réalité, le sorcier complotait contre la famille royale. Il tentait de faire revenir Ganondorf, roi des bandits d'un temps oublié. On raconte qu'un jeune homme vêtu de vert se lança dans une quête, explorant des temples perdus, traversant les plaines et les vallées. Finalement, celui que l'on nomma le héros sut repousser le maléfice. Grâce à son courage, il triompha de Ganondorf, qui avait établi son siège dans une imposante pyramide au sein de la Terre d'Or. Le jeune héros formula alors le vœu d'emprisonner Ganondorf, éternellement dans la Terre d'Or. Le roi d'Hyrule, de la lignée des 7 sages, l'enferma en invoquant la magie du sceau. Mais quelques années plus tard, le roi d'Hyrule fut victime d'un étrange mal. Les médecins de tout le royaume tentèrent de trouver un remède, mais en vain. Le roi disparut en emportant son pouvoir. Le sceau des 7 sages était à nouveau fragilisé. Le héros, suivant les conseils de son maître Sahasrara, confia la Triforce à la princesse Zelda, héritière des pouvoirs royaux. Zelda s'associa à 8 mystérieux enfants pour séparer la Triforce en 8 fragments et les dissimuler aux 4 coins du royaume. Les habitants purent ainsi continuer à vivre paisiblement. C'est à ce moment que débute notre épopée.
Donc tous les habitués un peu de Zelda reconnaissent les différentes musiques hein, déjà qui viennent et dans le menu et dans... Voilà, je vois d'ailleurs que Björnalav réagit aussi à la musique. Et merci Z-Sensei pour le mot. Ça fait plaisir d'avoir des retours. Ah, super. Carrément. Abonnez-vous. Mettez la cloche. Je dois te parler. Viens vite, Vise. Alors, je me suis appelé Vise comme d'habitude. Voilà. On se retrouve dans cette petite maison. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le premier Zelda, le portrait de Mario. Pas dans le Zelda de Super NES. Là, on voit qu'il faudra mettre une bombe. J'aime bien parce que Fabi, t'as décidé de pas tout me répondre. Pardon, ah non, j'étais perturbée parce qu'il y avait des petites coupures dans... Enfin, il y a des moments où j'entendais que la moitié de ta phrase, donc j'ai préféré pas répondre dans le but de répondre à une connerie. Je disais, il y a le portrait de Mario en haut à droite. Ah, et oui. Ça, je pense que c'est quelque chose qui existe dans Zelda sur Super NES. C'est trop mignon. Au secours, depuis cette nuit, tout le monde a peur. Le village a été encerclé par des monstres. Je ne sais pas ce qui se passe, mais si tu veux mon avis, tu ne devrais pas t'aventurer dehors sans protection. D'accord, donc faut que je trouve une protection avant d'aller plus loin. Ah mais oui, j'ai pas ouvert le coffre. Il y a Maxime qui dit qu'il y a un portrait de Mario dans Ocarina of Time, dans le château violet. Ah. Et le star. Ok, j'ai mon bouclier. Ah oui, et les coffres, tu peux les ouvrir que par l'avant, c'est ça? Ouais. Mais c'est marrant parce que c'est super perturbant de jouer et de commenter en même temps parce que là j'ai cassé tous les amphores mais après j'ai laissé un coffre disponible vide et voilà. Tu devrais pas mettre un masque aussi. Merci Maxime. Alors, tu es perdu dans les commandes, laisse-moi t'expliquer les icônes. Ça je vais passer parce que si je peux, je connais. Donc là je joue au clavier, je sais pas trop s'il y a une possibilité de jouer à la manette, je pense que oui mais je suis pas sûr. Les vannes sur le Covid, c'est bon, je crois qu'on a atteint le... Il y a droit à une seule, Maxime, désolé. Désolé, tu es viré. Ton passe est désactivé. Mamie Lily, elle adore donner des conseils et guider les aventuriers. Elle habite à côté de la maison des rubis. Moi, je ne suis pas ça, c'est cool parce que ça nourrit aussi ma recherche actuelle sur les personnages guides dans les personnages tutoriels. Ah bah alors il faut peut-être que je fasse... Il faut que je te... Justement, en plus j'y ai pensé tout à l'heure, il faut que je te remonte justement, tu as ce personnage qui dit tu es perdu dans les commandes, laisse-moi t'expliquer, et qui va parler des icônes. Ouais. Tu vois. Ce qui donc en littérature on appelle ça une métalepse parce que ça veut dire qu'il y a un personnage qui rompt un seuil de la fiction. Donc par exemple un personnage qui s'adresse au lecteur ou l'auteur qui intervient dans la fiction. Bah, ici on a un personnage qui parle de l'interface, donc qui est de réalités qui ne sont pas censées appartenir à son univers fictionnel. Par exemple il parle des touches. Or les touches c'est quelque chose qui appartient au monde empirique du joueur et pas au monde de la fiction. Donc, et en littérature on considère souvent que c'est une figure de style, enfin une exception, une rupture de la marche normale de la fiction, mais dans le jeu vidéo, c'est une vraie convention. Et tous les univers vidéoludiques comportent des personnages comme ça qui existent un petit peu sur deux plans à la fois. Et donc ça, c'est ce à quoi je m'intéresse pour le moment, dans mon postdoc. Voilà. Effectivement, c'est intéressant. Mais je trouve ça cool aussi, juste pour rebondir sur un autre truc, et c'est quelque chose que j'avais remarqué aussi dans les ROM hacks de Pokémon, c'est que les ROM hacks, enfin les fangames sont des jeux qui s'adressent a priori à des fans, donc à des gens qui connaissent déjà très bien la licence, ici la licence de Zelda, mais ils sont fidèles aux codes originaux au point de reproduire aussi les tutos, alors qu'on peut supposer que
que les joueurs connaissent déjà les principes des jeux Zelda finalement. Ils n'ont pas besoin de refaire un tuto qui repart de zéro. Ouais. C'est une tension d'ailleurs qui existe dans les fangames, puisque les fangames, comme tu disais, s'adresse généralement plutôt à des gens qui connaissent déjà bien et qui justement le jeu va être sans doute plus difficile. Plus difficile que le jeu original d'ailleurs, il y a des énigmes dans ce jeu là qui sont beaucoup plus difficiles que dans les Zelda originaux. Donc ouais, mais par contre les tutos sont les mêmes. Mais alors je viens de lire le commentaire de Christophe que je trouve super intéressant, que le personnage a un dialogue hyper long, exprès, mais explique comment passer les dialogues trop longs. Ouais. Je trouve ça, c'est une blague très drôle. C'est une blague vidéoludique, quoi. Qui se base sur... comment dire, une tension entre ce qui est raconté et la manière dont c'est codé, quoi. Et on verra que dans la version en parodique, il y a encore une autre façon de se... Si on a le temps, on verra qu'il y a... Oui, effectivement, j'ai du mal à parler et à jouer en même temps, Alexis. En fait, je rigolais tout à l'heure tout seul parce que je retournais systématiquement dans les deux mêmes maisons. J'oubliais que je venais de cette maison-là. J'ai fait 4 fois les mêmes maisons pour rien. Bref. Alors là, il y a la maison des rubis, ça est directement des petits jeux pour gagner des récompenses. Je me demande s'il faut pas que j'ai... Ouais, il faut que je paye 20 rubis pour ouvrir les 3 coffres. Alors, j'ai pas assez d'argent. Donc il y a 3 jeux, dont un avec des blocs à pousser. Oh. Et il y a des mini-jeux aussitôt dans les jeux originaux. Je dois avouer que je suis pas une méga connaisseuse de Zelda. Hein. J'ai juste fait A Link Between Worlds. J'ai même pas fait Ocarina of Time. Moi j'ai fait que Ocarina of Time, vraiment sérieusement. Donc je saurais pas te dire exactement. Alexis recense les mentions des blocs à pousser. Tu devrais plutôt aller chercher le forgeron dans la grotte au nord-ouest du village pour avoir l'épée. Ok. Alors on va se mettre en route. Faites vos sacs. On va au moins voilà, aller jusqu'à la recherche de l'épée. On va pas aller très loin dans le jeu, de toute façon c'est... D'une part c'est un premier test et puis... non c'est pas là, je sais plus où c'est. Tchouk tchouk tchouk. Là, je sais qu'on peut passer par là. J'ai trouvé 50 rubis, je suis riche, voilà la grotte. Super. Et du coup, oui, je réponds à Z Sensei que oui, on connaît bien. Mais du coup, oui, c'est cool que tu aies pu nous connaître par là. Je sais pas si t'as vu, là, il y avait un coffre qui indiquait ce coffre est vide, tant pis pour toi. Ah oui, donc... Oui, il y a quand même déjà de la parodie ouais. dans ce jeu aussi, quoi. Donc ici, en fait, on a un système qui est repris plusieurs fois dans le jeu, c'est un système de cristaux, où tu dois, en fait, des interrupteurs. Tu dois déclencher des interrupteurs pour monter et descendre des obstacles, à l'aide d'une amphore. Tac. Ici, c'est assez simple, évidemment, mais ça va devenir beaucoup plus difficile dans les prochains. Et ces fameuses flèches qui sont dans le jeu original sur Super NES utilisées pour en fait rendre difficile des combats, et qui sont dans Solarus utilisées pour des énigmes. Bon, même si ici en fait pour l'instant c'est juste une première illustration du motif, mais donc c'est marrant parce que tu as aussi des utilisations entre les deux, donc qui sont à la fois respectueuses des codes. Les flèches servent, mais elles servent à des choses différentes, elles sont employées différemment. Voilà le forgeron qui a fabriqué une magnifique épée en bronze.
Je te la vends pour la modique somme de 75 rubis. Et j'en ai 81. Ah, il te la donne même pas. Aïe, ouais. C'est vache déjà, à l'air de rien, c'est ta première... Ça, c'est ton arme de base. Ouais, mais il est pas là pour niaiser. Non, mais ça illustre ce que tu disais aussi, que c'est qu'on est quand même dans un niveau un peu plus dur que les jeux originaux, quoi. Ouais. Et on Il y a a des épreuves le... supplémentaires. On a directement le coup normal et le coup tournoyant, tu sais, quand tu restes appuyé sur la touche. Ouais, la frustration du coffre vide, ouais, voilà. Et maintenant, ça y est, je peux casser les petites touffes d'herbe. Et essayer de taper les gens. C'est pas bien, c'est pas bien. Donc... Dis-leur de rentrer chez eux. Oh mince, on avait dit qu'on n'avait pas le droit de faire des blagues sur le corner. Allez, veuillez rentrer. Veuillez rentrer chez vous, s'il vous plaît. Non, non, vous n'avez pas votre attestation. Est-ce que tu veux bien virer ton curseur, par contre, qui est sur l'écran? Mais bien sûr. Ah, merci. Avec cette épée, tu peux franchir les buissons qui protègent le village. Tu cherches Sarah Asrala, l'ancien. Sa maison est au sud-ouest, près de la pâtisserie. Tu ne t'en souvenais plus? Non, je m'en souvenais plus. Donc c'est intéressant aussi d'avoir... Là tu parlais tout à l'heure de personnages tutoriels. Là t'as un personnage en fait qui est toujours le même et qui vient t'aider quand tu es paumé dans l'histoire. Tu sais plus quelle est la prochaine étape et en fait c'est la mamie qui t'aide dans les différentes étapes, quoi. C'est intéressant que ce soit le même personnage qui soit réutilisé parce que souvent, notamment c'est le cas dans Zelda 2, le tutoriel c'est un peu l'excuse pour créer une multiplicité de personnages qui auront tous une réplique pour t'expliquer un truc. C'est comme ça dans Pokémon aussi d'ailleurs. Et leur raison d'être c'est de te donner cette réplique qui va te dire tu ne peux porter que 6 Pokémon sur toi, ce genre de truc. Donc le tuto, c'est un peu une matrice pour créer des personnages qui vont peupler l'univers. Et ici, c'est cette stratégie de recyclage-là, elle est pas, enfin, pas vraiment de recyclage, mais plutôt de dispersion du tutoriel au fur et à mesure du jeu, elle n'est pas utilisée du coup. Ça veut dire qu'il faut créer des vraies personnalités pour tous les PNJ. Ouais. Des répliques un peu plus... personnalisé que juste de révéler des commandes. Là, le petit vieux à côté de la pâtisserie pardon, ça sera là, m'explique que la situation est grave et que 4 des 8 enfants de Solarus ont été enlevés. Je crains... Il n'y a que 8 enfants à Solarus. Je crois que c'est les... Je sais plus si c'est les 8 enfants de Solarus ou les 8 enfants qui doivent protéger quelque chose. Je crains que la Triforce soit en grand danger. Quelqu'un veut profiter de la mort du roi pour convoiter la Triforce. Qui a pu faire cela? Probablement Ganondorf et ses sbires. Le sceau des 7 sages a été fragilisé à la suite de la mort de notre pauvre roi, et il est possible que Ganon soit parvenu à fuir de son monde des ténèbres. Il ne faut pas le laisser s'emparer d'un tel pouvoir. Je sens le courage en toi, Vyse. Te sens-tu capable de partir à la recherche des enfants et de protéger la Triforce? La question. Vyse, je t'en conjure, tu es le seul à pouvoir protéger notre royaume. Bon, c'est d'accord. Non, j'ai pas cliqué sur c'est d'accord. C'est d'accord. Je savais que je pouvais compter sur ton courage. J'aime aussi beaucoup ces boucles là, et je crois qu'il y a ça dans les Zelda originaux où en fait il te dit t'es d'accord d'avoir cette mission? Tu dis non. Puis il continue de te dire allez s'il te plaît, d'accord. Jusqu'à ce que tu dises d'accord en fait. Des faux choix dont j'ai jamais tout à fait compris l'utilité en game design parce que... C'est de l'empowerment mais un peu strict, tu vois. Ouais. Allez! Dis oui. Oui, ça, tu entres dans une boucle infinie jusqu'à ce que tu sois d'accord. Le débat. Hop. Tiens,
Bien Christophe, pendant ce temps-là, je vais te demander, est-ce que tu as eu aussi des difficultés pour streamer depuis le launcher de Solarus? J'ai essayé de capter la fenêtre pour essayer de streamer les jeux, mais finalement il a fallu... Là en fait j'ai pris une ancienne version qui était déjà sur mon PC, qui n'est pas passée par le launcher, parce que sinon il me stream uniquement l'écran du launcher et pas le jeu en question. Je voulais savoir si tu avais, à tout hasard, déjà eu ce problème. Je ne sais pas où je vais. Tu vas péter des trucs chez les gens, c'est bien. Il y a un énorme sous-sol. Donc c'est... on n'a pas dit, mais c'est magnifique quand même. Moi je trouve que c'est... La résolution est... Alors ça, je sais qu'il faut les mettre de l'eau dessus. Il faut mettre de l'eau sur la glace pour qu'elle fonde. Je crois. Ou alors c'est dans DX, DXD, je sais plus. Je suis pas convaincue par cette histoire de mettre de l'eau sur la glace. Mais oui, mais... De l'eau chaude. Et pourtant. Oui, non, mais je sais que... Voilà. Ça a pas l'air... C'est pas ce que... Ouais. Mais parce que Pokémon nous a appris. J'ai lu tout à l'heure, je suis reparti sur une vieille sauvegarde tout à l'heure et il y avait quelqu'un qui me disait essaye de mettre de l'eau sur la glace pour la faire fondre. Donc j'ai l'impression que c'est ça. Hop, de temps en temps on peut tuer un ennemi. Plaisir. Est-ce que ça change beaucoup le gameplay d'avoir la frappe tournoyante dès le début? Ou c'est juste pour le plaisir de pouvoir varier un peu les coups? Ça, je sais pas. Ok, bon, je réessayerai alors. Christophe. Je sais plus si la frappe tournoyante, elle est pas directement là dans... Il avoue que la glace que l'eau sur la glace, c'est nain. Bah, si c'est de l'eau chaude, ça fait sens. J'arrête pas de tirer sur mon câble, super bien. Alors, il cherche une pomme pour faire des pommes pour faire une bonne tarte. Allez, ok. D'accord. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la précision quoi, du feeling. Je t'en parlais longuement sur les blocs à pousser, mais sur cette recherche aussi même du délai, tu sais, entre sur le coup tournoyant, etc., pour essayer de retrouver vraiment les sensations de jeu du Zelda original. Mm-hmm. Et ça, c'est un truc intéressant sur les fangames, c'est qu'en fait, les amateurs ne cherchent pas uniquement à reproduire des images et des sons, mais bien des sensations de jeu. Ça, moi, je trouve ça passionnant. Ouais, et peut-être alors du coup... Parce que, pardon, si je peux récapituler, mais j'ai peur de dire une connerie. Ce que tu as expliqué tout à l'heure, c'est que ce jeu-là, à la base... il a été créé sur... Bah, j'ai déjà oublié. Sur RPG Maker. Ouais. Oui, c'est ça. Mais qu'après, il a tout recodé par lui-même. Ce qui n'est pas du tout la solution de facilité, j'imagine. Christophe peut peut-être l'expliquer, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi de faire un ROM hack à la base, justement? Est-ce que c'était pas plus simple de récupérer les éléments préconstruits, quoi? Que de devoir recoder, par exemple, reprogrammer tout le feeling, justement, que ça donne exactement la même chose. Voilà. Calmons-nous. Ouais. C'est marrant aussi parce que j'ai tes commentaires 5 secondes avant de les voir dans le jeu. Mais en fait, je me suis dit qu'il faudrait que je te partage mon écran via Discord. On n'y a pas pensé cette fois-ci, mais on le fera la prochaine fois.
Donc oui, si je suis lente à réagir, parfois c'est parce que j'attends de voir ce que ça va donner sur l'écran. Il faut aller super vite, là. Ouah, pourquoi ils m'attaquent tous? Eh, barrez-vous. Ben parce que c'est tes ennemis. Hop. Ah, je suis bloqué. Mais j'ai un indice sur le trou précédent. Zut, j'ai pas lu, c'est quoi? Le trou n'est pas aussi... Il n'est pas aussi dangereux que ce qu'il en a l'air. Donc celui-là, je peux pas le tuer. Ah! Non! Ah! Quoi, donc tu peux juste te jeter dans le trou? J'attends la réaction 5 secondes plus tard. Ah oui, t'es mort. Oh. Tu perds quoi quand tu meurs des rubis? Je sais pas. Et des safe states. Voilà, mais je pense que de toute façon pour pas qu'on tire en longueur, je vais essayer de te montrer le deuxième jeu. Regarde ça, le son a coupé, mais ça coupe de temps en temps, c'est un peu... Je te propose de passer sur la version parodique, de te montrer le début de la version parodique. Yes, avec plaisir. C'est vraiment top en tout cas, j'ai envie d'y jouer. Ouais, c'est vraiment impressionnant, moi je trouve que d'avoir réussi à reproduire un feeling pareil. Juste je vais faire ça. Alors faut que j'essaye sur le launcher. Et je vais faire le XD. Ah, Christophe répond, reproduire tout à partir de zéro est probablement plus long, ça a pris 5 ans, mais permet beaucoup plus de liberté, on peut aller plus loin que ce que permettait un... Ok, bah oui, je me disais bien que ça devait être ça, mais... Quel boulot. 5 ans de travail. Le résultat en vaut la peine. Est-ce que tu vois quelque chose là? Un demi-cercle blanc. Ouais, c'est ça, mais je sais pas pourquoi la capture de cette fenêtre là elle fige. Je vais essayer de la refaire. Si je mets capture de jeu, peut-être ça marche mieux. Peut-être, ouais. Bah, sinon, comme je disais, mais montre juste ton bureau. Et n'oublie pas de réduire le volume avant de lancer la partie du Christophe. Ouais, ça j'ai fait. Et Alexis dit que c'est peut-être à cause d'OBS, parce que c'est vrai qu'on avait eu le coup quand on a fait le test avec Damien et Alexis, qu'il y avait certaines sources fenêtrées qui étaient toutes noires. Est-ce que c'est que chez moi que la capture part en live? C'est tout pété, hein? C'est tout pété, ouais. Très joli. À sa manière. Ah, nos cams on freeze. Ah bah il y a peut-être un souci de connexion. Parce que ta connexion est un peu sautante quand même. Hein. De temps en temps quand tu parles, le son coupe chez moi. Je sais pas si les autres. Les autres se sont pas plaints, donc je suppose que eux ils t'entendent. Ah mais les... Qu'est-ce que j'ai foutu là? Ah. J'ai tout pété. J'ai tout pété. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah si, il y a des coupures mais légères. Bon, il va falloir que je refasse le crop, je crois. C'est incroyable. Mais je sais pas ce que j'ai fait. J'ai rien fait de particulier, je crois, mais... T'as pas juste désactivé le... C'est le début d'un jeu dans le jeu. Ouais. Aidez-nous à réapparaître. Faut crier nos noms très fort. Pierre, Pierre.
Non, ne faisons pas ça. Euh, Alors du coup, j'imagine que les gens... Ah, mais ils nous entendent bien, par contre. C'est déjà ça. Et j'imagine qu'ils vont plus nous entendre parce que je vais devoir refaire les... Je sais pas ce qui s'est passé, ça a sauté. C'est peut-être ouais, la connexion qui a coupé à un moment donné. Attends, Discord. Tu m'entends toujours? Ouais, ouais. Ok. Tac. Ouais, criez nos noms, mais depuis chez vous. On vous entendra. Ah, toute la magie du live a disparu. Ouais, c'est incroyable, mais ouais, c'est ma connexion qui saute. Je pense la prochaine fois, j'essaierai sur la... Alexis dit qu'il criera nos noms à 20 ans. Une seule blague sur le coronavirus. Capture de fenêtre. Et oui, tac, et tac. Et oui, Hurel, c'est l'anagramme de Hurle, donc tout fait sens. Tout était calculé. C'était ça. Voilà. Non mais oh. Faut pas nous enlever nos têtes. Et du coup, je vois aussi ton voilà. Enfin, j'entends ton voilà, mais 5 secondes avant de le voir. Ah. Il est là. Le résultat est là. Ok. Donc on disait comment on essayait de capturer. Donc sinon je vais faire une capture. Alors sinon je vais lancer le jeu XD, le mettre en grand écran et je vais faire une capture d'écran. Est-ce que le défi de Zelda, c'est un rapport avec le qui appelle Zelda dans son stream de Breath of the Wild? Ou est-ce que c'est l'inverse et que Mister MV a tout pompé au créateur du défi de Zelda? Ocams ont à nouveau freeze. Non. Ah oui. Bah attends 5 secondes, ça va peut-être... C'est peut-être juste la connexion. Parce que tout à l'heure ça a juste... Est-ce qu'on voit le jeu maintenant? Ouais, moi je vois le jeu. Il dit appuie sur espace. Qui appuie sur espace? Le jeu disait appuie sur espace. Mais... Ah, Alexis pense que c'est OBS qui freeze dès le lancement du jeu. Weird. On le fait avec des caméras frisées, ça roule? Ouais, en plus on a l'air hyper intelligent. Est-ce qu'on a vraiment besoin de voir nos visages bouger? Finalement. Je vais Imaginez, prendre la pause une première fois. Imaginez nos visages bouger. Tel... C'est quoi? Il faut imaginer Sisyphe jouer. Alors, je commence une nouvelle partie. On l'appelle comment cette fois? Ah oui, tu peux... Faisons un truc interactif avec le chat. Le meilleur nom d'avatar gagne de choisir le nom de l'avatar. You. C'est des blagues drôles. Christophe dit que c'est bizarre qu'il n'y a pas de différence technique avec les jeux précédents. Le fonctionnement d'OBS est un peu mystérieux. Il est un peu d'OBS. Parce que par exemple, quand on a fait les premiers tests avant-hier,
ça ne marchait pas du tout. Puis on a testé Explique, ça marchait, et puis on a relancé OBS et ça marchait, et on n'a jamais su ce qui s'était passé entre-temps, finalement. Jean Baguette Grenouille. Oh my god. Ah mais il y a Philippe, incroyable. Salut Philippe. La meilleure introduction de Philippe. Alors écoute, je vais l'appeler JB Grenouille, parce que sinon j'aurais pas la place. Donc c'est un français, hein, définitivement. Il n'y a pas d'espace, hein, je pense. Et JB Jean Baguette Grenouille. J'avais même oublié ce que... Ah non, c'est beaucoup trop court. Moi, je peux m'appeler JBG. Le joueur bu-grenier. Jean Baguette Grenouille, ok. Peut-être que les cams freeze juste parce que vous êtes en plein écran. Ah. Non. tu joues en plein écran? Ouais, j'avais mis le truc plein écran. Et en même temps, c'est parce que sinon, là, j'étais obligé de capter mon bureau. Et qu'il est pas bien rangé. La fenêtre Discord. Quel scandale! La fenêtre Discord ne s'ouvre plus. Ok, alors attends. On voit pas mon bordel dans mon bureau derrière. Bonjour à Isabelle aussi. Bonjour Isabelle. Et tant mieux que vous vous mariez. Pour voir nos premiers déboires. Quoi, il se moque? Ah, mais on rebouge. Alors, j'ai refoutu les trucs incroyables. C'est génial. Attends, tac. Ouais. Capture, ça doit être capture d'écran. Ici. Il s'est passé des choses très étranges quand t'as rapetissé la fenêtre Discord. Mais oui, mais je suis con. Parce que ça a rapetissé les... Il ne peut plus capter les trucs, puisque le crop ne marche plus sinon. Voilà. Mais ça ne marche quand même plus, hein. Ça ne marche qu'en freeze quand même. Hein. Écoute, on peut prendre une position free frame. Et voilà. Et puis on la garde. J'ai vraiment un visage de mec qui se demande ce qu'il est en train de foutre. Et ça a tout visage pété. de la Mais... perplexité. Ah là 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 là. Ouais, ça remarche quand la fenêtre Discord est visible. Alors. Mais Bah oui, mais. Pourquoi tu fais ça à Discord? C'est pas gentil? Ah, ça remarche! Ça remarche! Attends 5 secondes. Si, non mais oui. Ah oui, ça bouge. Je te recroppe pour la 12e fois de la journée. J'ai appris plein de trucs en tout cas sur le plan technique aujourd'hui. J'ai appris que le crop il suivait pas la fenêtre si tu la bouges. Et ça c'est quand même une donnée importante. Entre autres choses. Et que donc il faut que la fenêtre Discord soit ouverte dans le fond. Derrière ce que j'ouvre. Ouais. Incroyable. Et ce serait pas du serious twitching? Est-ce que vous apprenez des choses aussi? Est-ce que vous aussi vous apprenez des choses? Est-ce qu'on peut faire un tuto Twitch demain? Non. Ouais, n'exagérons rien. Réponse non. Attends. Hop. Bon. C'est pas pile poil, mais on est revenu à quelque chose de normal. Et oui, tu as bien compris. Oui, merci de nous apporter la solution une fois qu'on avait résolu la situation, Pierre. C'est ça. Arrête de t'attribuer tout le mérite. Ouais, je viens de le dire, dis. Les pires Twitchers. Aucun respect pour le public. Il y a un décalage. Il y a toujours eu un décalage. Le décalage de l'âge, comme dit Joystar. Il y a un décalage entre quoi et quoi? Monstre. Ok.
C'est un Twitch ludopédagogique? Non, j'aurais dû mettre ça comme titre. Allez, on joue? Allez. Alors attention, ça va être d'une autre teneur. Donc déjà, il n'y a pas l'intro. Et bim, on arrive sur... je te laisse voir. Hey. Donc on est à côté du lit. D'anciennes légendes racontent qu'il y a bien longtemps existait une magnifique contrée du nom d'Hyrule. Ce royaume prospérait sous la bénédiction de 3 déesses. Après la création du monde, les 3 déesses laissèrent un symbole de leur passage sous la forme de la Triforce. 7 sages scellèrent la Triforce dans la Terre d'Or. Ce texte s'écrit très lentement et ne peut pas être passé. Il est également ponctué de plusieurs arrêts ennuyeux. Tu as très envie de commencer à jouer, mais ce texte inintéressant défile sur un ton solennel et dans une ambiance de légende. Donc tu es prié de l'accepter. Bon, ok, j'abrège. C'est le matin, tu te réveilles à côté de ton lit et tu es amnésique. Tu ne te souviens plus d'hier et tu n'as plus ton équipement. J'oubliais, la princesse Zelda a disparu. À toi de jouer. Donc, rupture de toutes les conventions. Ah, excellent! Et, Christophe explique qu'ils ont eu pas mal de rapports de bugs de gens qui leur disaient non mais Link il est pas sur le lit. Comme quoi, ça montre que c'est une donnée importante, quoi. Et c'est vrai que c'est le premier truc qu'on voit. Et il y a des bières sur les tables, etc. Donc en fait il y a pas mal d'allusions. Ici, je crois que c'est fermé. Métaleps. Effectivement. Tu as bien retenu, Maxime. Son commentaire, c'est juste Métaleps. Mais hurler. Métaleps! Tu as retrouvé ton épée d'entraînement. C'est la tienne, il y a ton nom dessus. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Et ensuite, on a un petit panneau. Et c'est marqué téléporteur vers la fin du jeu. Donc là, tu cliques sur voir la suite. En panne. C'est que des trolls dans le genre. Alors, je vais essayer de retrouver le troll que je préfère. Donc d'abord, je vais aller chercher le bouclier. Tu as retrouvé ton bouclier, mais pourquoi tu l'avais laissé traîner dehors? Et en fait, on a cet endroit là que j'ai déjà montré au cours d'ailleurs, je remontrerai probablement jeudi prochain. Non, il faut que je fasse ça d'abord. Donc en fait tu parles au type et puis en fait il te dit je t'offre 100 rubis si tu tonds toute la pelouse. Donc moi mon premier réflexe c'était de me mettre à taper la pelouse. Hop. Tu te rappelles non Fanny du truc que j'ai déjà montré? Ouais. Puis ensuite tu vas sur l'écran d'à côté, tu te retrouves avec de la pelouse. Tu coupes aussi. Tac, tac, et tu reviens à l'autre côté, et bim, la pelouse est revenue, puisque en fait c'est un code aussi des Zelda d'époque où tu passais d'une tuile graphique à une autre, et en fait les éléments revenaient à leur état initial. Et si tu lui reparles, il te dit je t'offre 100 rubis si tu t'entends toute la pelouse. Oui, c'est super drôle, et ça illustre bien le pouvoir révélateur de la parodie, de la caricature. Il n'y a pas de meilleur moyen de révéler les conventions d'un jeu ou d'un langage que par la caricature. Ça me faisait penser aussi à un exemple que j'avais dans un hack de Pokémon, le panneau où c'était une maison sur laquelle il était noté que c'était un nightclub et qu'il y avait des stripteaseuses le soir, mais que malheureusement ce jeu craint et que la nuit ne tombe jamais dans cette version-là de Pokémon. Donc c'était genre de renversement. Ouais. J'avais noté qu'il y avait 3 grands procédés pour révéler les codes du jeu original. C'est soit de les copier, enfin de les reproduire quoi, à l'identique, comme on voyait plutôt dans le jeu d'avant,
soit de les inverser, soit de les expliquer tout simplement par la réflexivité, comme on a vu le premier cadre qui dit ce cadre, ce texte est super lent et ponctué de pauses très Ouais, c'est ça, c'est explicité. Ouais. Et Donc. ça, c'est le premier. Non, c'était le troisième. Ah, pardon. Donc, il y avait donc répéter les codes, inverser les codes, ou les expliciter de manière réflexive, quoi, par la métalecture. Est-ce que là, on est sur du répété à l'écran? J'ai pas lu le panneau, il disait quoi? Alors, le panneau est très drôle. Il dit « Ne confondez pas manque de chance et pénurie de peau ». Et effectivement, dans cette salle, il faut péter vraiment beaucoup de peau pour avoir des récompenses. Ah, mais il y en a quand même, ouais, c'est encore plus drôle. Mais il y en a encore. D'accord. Ouais. Ça te pousse quand même à le faire. Ben oui, c'est la répétition à l'extrême, quoi, ici. J'avais... Qu'est-ce que ça pourrait être comme figure de style, une hyperbole? Voilà, j'ai trouvé le flacon magique qui aura sûrement un intérêt quelconque, donc j'imagine qu'il fallait quand même de toute façon se taper à ça. Cool, Pierre-Yves qui nous dit je vais jouer à ce jeu direct après votre stream. Ouais, c'est exagéré, oui, c'est vrai. Et dans XD, ils font ça sur plein de choses. Il y a une salle où il y a 1000 blocs à pousser. Alors c'est insupportable parce que tu dois pousser 1000 blocs pour pouvoir te libérer du passage. T'as un autre avec 1000 statues, etc., etc. Oui, je voyais l'exagération comme une forme extrême de la répétition, finalement. Quand tu répètes quelque chose, même quand il n'est pas nécessaire. C'est ça. Bah c'est bien difficile de parler en même temps que de jouer, même quand je fais un truc ultra... C'est bien qu'on soit deux. Je pense qu'il faut... Moi je... Enfin... Ou alors vraiment pour un truc très préparé tout seul ça va, mais sinon... Il n'y a rien d'autre dans cette salle. Bah merci. Trop tard. Je ne pouvais pas le dire plus tôt. Ouais, c'était bien pour montrer la lenteur de la découverte. Pour vivre l'expérience à fond. Trouvez le secret du LOL doré. C'est quoi? Je sais pas. Mais oui, c'est pas facile de commenter. Mais bon, on a un chat de qualité qui pose des questions en même temps. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh. Même les environnements sont des blagues. Ça, t'as un mot, hein, pour dire ça, non? Tu l'as déjà dit. Question. Attends. Ben, on y avait réfléchi quand on faisait des figures de style dans Mario, non? Dans Mario Maker, ouais. Ah, un calligramme. C'est ça. Comme les calligrammes apollinaires, on dessine quelque chose avec des... Enfin, normalement avec des lettres ou avec des mots. Mais là, on dessine quelque chose avec des ludèmes, quoi. Des ludèmes. Instant définition du ludème. Vas-y. Le ludème, c'est... Alors, il y a deux définitions du ludème. Il y a la définition de moi, et ouais, non, ça a été défini par plein d'autres personnes avant, mais au Liège Game Lab, on l'utilise pour dire deux choses. On l'utilise pour dire élément minimal de jeu, style un bloc à pousser, typiquement. Un bloc qu'on peut pas pousser non plus, etc. Donc c'est l'association d'une image, d'un son et puis de mécanique. C'est dans ma thèse que je viens de rendre, donc c'est encore assez frais. Ça a été développé, systématisé notamment par Damien Hansen qui est
qui est maintenant doctorant et qui a fait un mémoire en linguistique sur le jeu vidéo. Et moi je l'utilise en fait à la base pour parler des petits éléments de jeu, minimaux, comme en tant qu'ils sont conçus par les personnes, par les amateurs en fait. Donc c'est une prise minimale. Alors, si je commence à expliquer prise aujourd'hui, ça va pas le faire. Mais donc c'est une manière d'assembler des éléments de jeu pour mettre du jeu entre elles, quoi. Hop, attends. Tu as perdu Zelda, Marie indigne. Non, je ne sais pas où elle est. Tac. Bien parlé. J'ai une question. Oui. J'ai une question pour Christopher à propos des blagues. Est-ce qu'elles étaient conçues à l'avance ou est-ce que c'est sur le moment de la création où tu te disais voilà, je vais faire un sourire parce que ça m'est venu à l'instant dans quelle mesure est-ce que c'était planifié? Je serais curieuse de savoir ça. D'autant que là, ils étaient 5 pour créer celui-là. Mais non, c'est vrai, du coup, parce que je pense à ça à partir de ce que tu viens de dire sur le ludem et la prise. Comment dire, manipuler des éléments de jeu dans la création, c'est aussi une manière de chipoter avec pour créer du plaisir ludique et du plaisir ludique à travers la création. Vous pourrez le lire dans la thèse de Cyril. Mais donc je me demande dans quelle mesure les figures de style ou les blagues de toutes sortes qu'on peut voir dans cette parodie, elles sont... Pardon, je suis distraite par les cris de Maxime qui dit « Sur la glace, faut mettre l'eau sur la glace ». C'était dans l'autre jeu ça, Maxime. Du coup, est-ce que ici c'est du feu par esprit de contradiction? Alors, donc on avait quelques idées générales. On s'est réunis à 5 pendant un week-end et chacun pouvait y ajouter des idées au fur et à mesure. Je trouve ça super intéressant parce que a posteriori, ça a l'air super travaillé, quoi. Notamment parce que ça éclaire de manière super fine les conventions des jeux originaux, etc. Ouais. Et ça c'est un truc, alors pour le coup c'est quelque chose que j'ai développé dans la dernière partie de ma thèse que je viens de rendre, et c'est le fait que le jeu vidéo amateur est souvent en bonne partie improvisé. Donc là Christophe confirme aussi pour celui-ci. Il y a une partie en fait d'improviser, et je trouve que c'est en fait une compétence super balèze à développer, d'être capable d'improviser un jeu vidéo, mais de manière à ce qu'il soit quand même cohérent, quand même, comme tu dis, que ça a l'air travaillé, ça a l'air cohérent, ça a l'air crédible. Et j'ai l'impression que ça c'est vrai. Alors, regarde, il y a un LOL en fleurs. Tu verras dans 5 secondes. Dans le futur. Ah oui, effectivement. Bah oui, parce que c'est de l'analyse, tu vois. Les jeux parodiques sont des jeux qui sont difficiles à analyser parce qu'en fait, c'est déjà des analyses de jeux à eux tout seuls, finalement. Donc il n'y a presque rien à redire dessus. Puisque c'est des jeux qui expliquent leur code et les codes de l'œuvre qui s'approprient. Et c'est ça qui est drôle, parce que normalement, on attend d'un jeu vidéo ou d'une œuvre culturelle qu'il cache un peu les mécanismes de sa production, quoi. On n'attend pas d'un roman qui dise à chaque page « Regarde, je suis en train de m'écrire. » Ouais, c'est ça. Donc c'est drôle parce que dans la parodie, la parodie fait ça, quoi, alors qu'elle n'est pas censée. Mais je trouve ça effectivement balèze de le faire de manière improvisée parce que ça mélange toutes les compétences de création du jeu amateur normal et en même temps, en plus, ça démontre une analyse super fine des jeux originaux. Ouais. Cette blague est drôle aussi. Maxime dit que c'est peut-être aussi parce que dans un film, c'est plus difficile de remodifier à la volée des choses. Et je pense que
C'est ce que j'appelle dans ma thèse la dynamique itérative de l'improvisation vidéoludique. Et c'est le fait, en fait de pouvoir... c'est vrai, c'est en fait... quand tu fais ton jeu en amateur, tu peux jeter une idée dans le programme, après tu es amené à y jouer, à tester, à voir si tu trouves ça drôle, à remodifier, à rajouter des choses. Et donc c'est pas une improvisation genre juste en continu comme dans une musique où tu improviserais juste, puis la note une fois que tu l'as fait elle est là et c'est tout. Dans l'improvisation vidéoludique c'est vraiment une phase de création, jouer à ta création, créer, jouer à ta création, créer, jouer à ta création, etc. Et donc tu peux remodifier. Donc c'est pas une improvisation à entendre voilà, dans le sens vraiment comme du jazz où tu dois atteindre un rythme et puis produire du son, et puis si jamais t'arrives pas à continuer à produire du son, ou si tu produis un son qui est pas bon, bah il est là. Là, au pire, c'est pour toi, c'est tout. Ouais, c'est comme une concrétisation de la base de données d'Azuma. Alors que c'est censé être un concept abstrait, philosophique. Donc l'idée d'Azuma, c'est un philosophe japonais, c'est que la culture postmoderne fonctionne sur le modèle d'une base de données, c'est-à-dire qu'on puise dans un répertoire abstrait des éléments préexistants et qu'on les combine pour créer de nouvelles œuvres. Genre les personnages de manga, on prend des oreilles de chat, des clochettes, des grandes mains dans des gants, un costume de soubrette et hop, ça fait. Ouais, et d'ailleurs tu as ça vraiment de manière très concrète dans les communautés d'amateurs en fait, parce que par exemple si tu vas sur un site comme Oniromancy, qui est un des gros sites sur RPG Maker, tu as des bases de données avec des ressources et des images, des sons et des scripts de programmation que tu peux mobiliser et les prendre ensemble et mettre ensemble aussi. Donc, et évidemment c'est pas n'importe quel type d'image, n'importe quel type de son, tu vas vraiment avoir des trucs qui sont très typiques, que tu peux réutiliser, tu vois. Ouais, un truc qui m'avait fasciné aussi dans la scène Grand Hack de One, c'était le fait qu'il y avait 2 milliards de logiciels de création pour chaque petit détail des jeux. Ouais. Genre, il y a un logiciel pour créer les environnements, mais si tu veux mettre des animations de portes qui s'ouvrent, c'est un autre si tu veux faire un cycle jour-nuit. Et du coup, ce que je voulais dire comme ça, c'est que ça tient à la dynamique de base de données, même si c'est pas des éléments concrets que tu empruntes, les logiciels contraignent à fond les choses que tu peux faire avec tes jeux. Quoi. Tu les passes à la moulinette de logiciels. Ouais. Ah ouais, complètement. C'est comme si t'avais un logiciel pour remplacer des trucs typiques dans un film et puis le remplacer par autre chose, tu vois. J'ai pas entendu la fin de ta phrase, zut. Imagine t'aurais un logiciel pour modder les James Bond par exemple et remplacer toutes les armes par des carottes. Ouais. Oui, c'est ça, mais le logiciel contraindrait le type de remplacement que tu peux faire. Ouais. Tu peux remplacer les armes, mais que par des légumes. Pas par pas par des fruits. Des ouais, voilà. Donc cette maison ressemble à un champignon de Mario, il a dit. Effectivement. Ah oui. Oh, comme elle est belle. Et il y a un autre truc qui m'intéressait dans ce que Christophe disait, c'était que l'idée fondatrice autour de laquelle ils ont développé le jeu, c'est le bureau des objets trouvés, qui est le premier donjon auquel tu vas peut-être arriver. Et comme je suis un peu perdu et extrêmement nul, je suis pas sûr d'y arriver. Et je sais qu'il est au sud-ouest, mais je sais qu'il me manque quelque chose. Je trouve ça intéressant que tout le jeu soit créé autour d'une idée. Ouais. Et que genre le reste des blagues, etc., c'est des extensions autour de... Ouais, savoir que la quête d'objets c'est vraiment un motif aussi qui est réutilisé beaucoup dans les jeux amateurs type RPG. Et t'as des jeux qui sont principalement des quêtes d'objets, c'est ça qui est... Même, je veux dire, pas des jeux parodiques quoi. Donc, tu dois... C'est marrant cette histoire de maison en champignon Mario, parce que quand on y pense, c'est le genre de blague qui pourrait se retrouver dans un vrai Zelda. Effectivement. Ça mêle, il y a différents types de figures de style, je dirais, dans ce jeu-ci, différents, enfin, qui peuvent être plus ou moins loin dans la subversion, quoi. Il y a des blagues, effectivement, genre les calligrammes, qui s'intègrent plus ou moins bien au message quand même un peu léger. Enfin, bon, je veux pas
me prononcer sur le message des jeux Zelda, pas une connaisseuse. C'est quand même la fin du monde. Ouais. Mais raconté avec un ton coloré, disons. En tout cas, c'est mon impression. Je suis perdu, je sais plus ce que je dois faire. Ça y est, ça résonne dans le chat. Ouais, j'ai vu ça. Bah, ça va, faites comme si on n'était pas là. Les streamers Possessifs. jaloux, tu sais, ouais, c'est ça. Va au nord-est, ça roule. Ah. Je suis impressionnée aussi de à quel point tu te souviens très bien du jeu, Christophe. T'as dit quoi? Tu connais très bien ton jeu? Bah oui, qu'il se souvient toujours parfaitement de la soluce. Tu te souviens mieux de ton jeu que moi de ma thèse. Merde, je me suis bloqué. Attends, il faut que je recommence, ok. Ah, excellent. Donc il faut arriver là, tac, et là on est au-dessus. Donc c'est l'inverse de ce qu'il faut faire d'habitude en fait, parce que normalement on doit rester en dehors des plots relevés. Et là on doit rester dessus. Mmh. Et là Une inversion. J'ai raté. J'ai raté. J'en suis extrêmement nul. Attends, comment est-ce que je dois faire du coup? Je dois taper et puis aller sur le bleu en même temps? Ah non, j'ai suffit que je fasse ça. Non, j'ai gagné sans faire exprès. Alors, les flèches. De gagner. On a un coffre qui est inaccessible. Ah, c'est vraiment con. Pardon, j'ai ri avec cette seconde de retard. Mais effectivement. Et ça, c'est dans tous les Zelda qu'on peut pas prendre les coffres par le... Je suppose que dans les plus récents, tous les Zelda 2D, je crois. Hein. Très frustrant à regarder. Oui, t'as vraiment envie, tu sais, de trouver un moyen. À mon avis, c'est mort. La vidéo stupide de Flèche, c'est pour se moquer de Zelda Mystery of Solarus DX, le premier jeu, qui avait plein de labyrinthes trop longs. Là, je crois que je me suis bloqué. Hein. Ah mince! J'ai pas réfléchi. Ah mais il nous tease! Oh là là, mais c'est dur. Il y a moyen de l'avoir. Bah, c'est mal parti. Là c'est assez mal barré parce que je suis bloqué dans mon truc. Ah, tu peux encore activer le cristal en bas à gauche. Merci. Alors attends, je retourne voir le coffre. Ah mais il y a pas moyen dans ce jeu. Alors non. C'est génial qu'il y ait plusieurs niveaux dans la parodie. Non, c'est mort. Ok. Château, désert, là. Est, un peu difficile, tu n'as qu'à aller voir. Expliquer. Est-ce que je peux tomber par là? Ouais. Et est-ce que le jeu parodie d'autres jeux Amata que Zelda Solarus? Je crois bien que oui, oui. Ah ok, donc il y a... parce qu'il y a aussi une suite, il y a Zelda Solarus XD2. Ah. Que j'ai pas encore testé d'ailleurs, mais... Ah, cette intertextualité de fou. Tout est lié. Mais je pense que Christophe va te répondre, mais que... Ah, excellent. Kolkir, c'est Gaël ou c'est quelqu'un d'autre? Je me rappelle plus. Je me souviens plus. C'est marrant qu'il ait découvert en étant ado. Okay. C'est ça. Zelda Time to the Triumph. Gaël, oui. Re-salut Gaël. Ok.
voilà, le bureau des objets trouvés, c'est une parodie d'un autre Zelda amateur, Zelda Time to Triumph, où il y a des quêtes d'échange interminables. Et du coup, c'est de l'humour aussi qui est hyper référencé pour une communauté particulière. Et ça, c'est un truc qui m'avait marqué aussi dans les ROM hacks de Pokémon qui se référençaient tous beaucoup les uns aux autres, enfin, en tout cas les plus connus. Donc, par des références intertextuelles. Enfin, il y a beaucoup de références intertextuelles de manière générale dans ces jeux-là, soit aux autres jeux amateurs, soit à la culture vidéoludique et à la culture populaire de manière générale. C'est ça. Il y a plein de références pour inclure, enfin, en tout cas, l'effet que ça a, c'est d'inclure les jeux dans un domaine culturel bien particulier. Et c'est Bennett Camper qui dit que enfin, qui met en évidence que la parodie c'est quand même un genre majoritairement amateur. C'est horrible parce que le son a coupé de manière dramatique juste quand tu disais le truc important. Donc, il disait que enfin, il a mis en évidence que la parodie ça vient de le refaire, je suis désolée. C'est un genre. Mais je me demande si ça coupe pour les gens aussi du coup en micro. Je crois pas, c'est pour ça tantôt je ne le disais pas et j'imaginais la fin de tes phrases. Mais là ça coupe vraiment à chaque fois que tu dis il disait. Parodie, c'est que amateur. Ah, parodie, c'est que amateur. Les jeux parodiques sont principalement des jeux amateurs, puisque tu n'as quasiment pas des professionnels qui font de la parodie. Ouais, bah si. Bah ouais, ou des amateurs qui deviennent professionnels, genre Stanley Parable, c'est quand même très parodique. Oui, d'accord, t'arrives à m'en citer un. Il y en a un. Bad Fur Day par exemple, ouais, c'est une bonne. Je pense que peut-être, probablement ça peut. Je dis pas, bon, j'ai peut-être été excessif, je dis il y en a probablement quelques-uns, mais je veux dire la proportion de jeux parodiques, c'est pas un genre vidéoludique très très populaire quoi, la parodie dans les jeux commerciaux. Ouais, ça dépend parodie de quoi, parce que par exemple t'as des jeux qui sont des parodies de films d'action, ou les jeux de zombies par exemple qui sont des parodies de films de zombies. Et des parodies de jeux vidéo. Mais des parodies, ouais. Des jeux qui parodient des jeux. Bah, ce qu'il y a, ouais, c'est que des fangames parodiques, forcément, ça peut pas exister. Ou alors, il faudrait que ce soit produit par le même studio, mais... People, je connais pas. Mais non, pourquoi ça devrait être... Enfin, allez, si je fais un film parodique... Enfin, genre, je sais pas, dans la littérature, le pastiche et tout ça, c'est quand même un genre, non? Ça coupe vraiment beaucoup, je suis désolée. J'ai entendu pastiche. Alors la différence entre pastiche et parodie, du coup je rebondissais au pif. En espérant que ça colle avec ce que tu disais. La parodie, c'est que tu reprends un contenu. Le pastiche, tu reprends un style. Donc par exemple, ici c'est une parodie et un pastiche, mais un pastiche, ce serait d'écrire des textes comme Flaubert, par exemple. Tandis qu'une parodie, ce serait de réécrire Madame Bovary. Je te parle plus. De manière rigolote. Quoi? Pourquoi? Ah oui, parce que je t'entends pas. Mais je t'entends pas juste quand tu dis des trucs importants. Donc je peux continuer de dire des conneries? Ouais, ça va. Donc là, je sais que c'est une référence au fait que y a des... Pardon pour le cri. Et que... il y avait beaucoup de labyrinthes dans le noir dans la première version de Mystery de Solarus, quoi. Mystery Solarus. Et donc, c'est évidemment très difficile de s'y retrouver. Là, je crois que je suis... Mais arrête de tomber, y a rien. Ah, il y a des creepers, j'avais pas vu. Ah bah voilà, moi qui parlais d'intellectualité à la culture populaire. Ça intéressera Isabelle aussi, Isabelle Lefebvre. Hein, Philippe, tu pourras lui transmettre. Philippe qui avait dit d'ailleurs que non, ça ne coupe pas ici, donc c'est juste chez moi. Je sais pas. Qu'est-ce que je fous là? Je suis dans une boucle... Je sais pas ce que je peux faire pour améliorer ça. J'arrête pas de crever.
Ah non! C'est à droite donc du coup. Est-ce que Far Cry Blood Dragon ne serait pas un jeu parodique? Eh bien, je n'en sais rien, parce que j'y ai pas joué. Mais donc, je te crois sur parole, Maxime. C'est parodique parce que c'est auto-parodique? Et que c'est un peu con et exagéré? Je ne sais pas. Je réfléchis du coup toujours à cette question de savoir s'il y a des jeux parodiques. Bon. Même je trouve que le genre de l'humour dans le général est quand même assez peu développé. J'ai pas entendu, donc je sais pas. J'attendais de voir si quelque chose allait venir. Je propose que quelqu'un dans le chat retranscrive ce que je dis. Oui, s'il vous plaît. Mais non, mais effectivement, bon, finalement, j'arrive pas à trouver de temps. T'as peut-être raison. Ça va faire pchit. Par contre, on pourrait dire que... Pardon? Quoi? Ah, dive kick. Quelqu'un qui souffle. Dive kick, ouais. Oui. C'est un jeu indé, encore. Tu vas parler des grosses productions. C'est une exagération des codes millions années 80. Et en même temps, ça prend condenser la structure des jeux. Infected Shed Turtles. Ah, vous avez quand même plein d'idées. Appuie sur X ou V dans le menu d'inventaire pour assigner les bombes sur cette touche. Dit Christopher. Il voit quand je capte pas ce qu'il faut que je fasse. Donc là je pense que je... en plus de savoir. Je peux aller au sud-ouest je pense pour aller rechercher le... Mais ouais, ce que je voulais dire, c'était que il y a peut-être pas beaucoup de parodies, mais du coup, il y a énormément de pastiches. Enfin, le pastiche, c'est la norme entre guillemets du jeu vidéo, vu que il y a plein de jeux qui reprennent des moteurs de jeux prévus. Donc c'est un peu des pastiches par défaut, quoi, qui reproduisent le feeling d'un jeu. Genre, tous les jeux qui sont faits dans Source, ça se sent dans le type de mouvement qui est fait. Et tu te sens un peu chez toi quand tu retournes, donc ouais. Voilà. Et tu voulais pas parler du... Oui c'est ça, avec le... Du truc dans Stanley Parable, c'est ça? Oui. Et oui, du coup Stanley Parable, il va jusqu'à la parodie, puisque il explicite avec son succès You Can't Jump, le fait que tu peux pas sauter dans ce jeu-là. Alors que si tu as joué à Portal et à Half-Life, ton premier réflexe c'est d'appuyer sur la barre espace pour essayer de sauter. Et si tu appuies 10 fois dessus, tu développes un succès You Can Jump. Voilà, péter les trucs. Dive Kick, ouais, c'est une inversion des mécaniques des jeux de combat et une exagération des codes. Ah, Stanley Parable est gratuit cette semaine sur... Cool. Maxime, les bons tuyaux. Y a-t-il encore des gens qui n'ont pas? Ah, ça va aller, oui. Je sais pas. Parce qu'on en parle beaucoup. La communauté très bienveillante. Ouais, sinon cassez-vous. Y a-t-il encore des gens qui n'ont pas mis 20 balles pour l'acheter? Ah bah oui, c'est vrai, Healer's Quest. Ouais, mais c'est un jeu... Ouais, j'allais dire amateur, mais non. Non, mais... Mais quoi, Healer's Quest, c'est... Bah, c'est une parodie d'école des RPG classiques, quoi. Ouais. Oui, Healer's Quest, c'est quand même un bon exemple, je trouve. Oui, parce que tous les codes de base sont repris et tournés en dérision, et le simple fait qu'on joue le soigneur, alors que c'est un rôle... Bravo Pierre-Yves. Crypt of the Necrodancer. C'est parodique? Bah, je sais pas. J'ai pas été très loin, parce que c'est super beau.
Du coup, je vois pas trop en quoi c'est parodique. Puis il note pas mal. Très bien. Pardon. Un dé, c'est pas amateur. Bah oui. Pardon. Excusez-moi. Le curseur sous l'écran me dérange aussi. Ah merci, je suis pas la seule, je voulais pas le redire. Voilà. Ça va paraître psychorigide. Il y a encore tourné mon curseur. Oh, putain, le curseur sur l'écran. Mais les gens s'en foutent. Ah oui, il y a une version Zelda de Crypt of the Necrodancer, c'est vrai. C'est vrai, voilà un bon exemple de parodie officielle. Bah c'est parodique. Bah oui, quand même, tu sais, puisque ça reprend Zelda, mais avec le gameplay de Crypt of the Necrodancer. Mais ça c'est la définition d'une parodie, ça marche? Ouais, la parodie en soi, c'est une reprise, c'est une réécriture d'un contenu, ça n'a pas besoin nécessairement d'être humoristique. Enfin, ça dépend des définitions. La demi-définition, évidemment. Ne t'énerve pas. Ça m'énerve d'être nul à ce point-là, tu sais. Non, je crois que ça t'énervait qu'il y ait beaucoup de définitions de la parodie. Mais c'est pas possible, putain. on peut pas avoir une première définition, une simple définition. Cadence au firule, oui, c'est ça. Ah, Christophe dit tu peux aller voir Maître Yoda en dessus de l'eau. Très envie que t'ailles le faire. Du coup. Encore de l'intertextualité. Mais je crois que je vais bientôt devoir y aller. On va juste aller au bout de cette séquence. C'est bien parce que cette question des jeux parodiques, ça a rendu le stream hyper interactif. Les gens. Merci le chat. Merci le chat, merci les gens. Oh, il est trop beau. Il est vraiment super mignon. Au-dessus de l'eau, plus bas. Genre, ah là où il y a une... Je vais mourir. Le vent qui vient. Attends, attends, attends. Est-ce que c'est pas par la droite que tu dis? Ah, c'est ici. Il y a un passage. Ah. D'accord, ok, donc bon, là, c'est pas par là. Ça passe là? Ouais, moi je l'ai. Ah. Ah non, je suis pas tout là-haut. Que la force free soit avec toi, ça m'a fait. Et pourquoi est-ce que vous avez mis Maître Yoda? C'était aussi juste improvisé. C'était à cause de la blague de la force free que du coup vous avez créé un petit sprite exprès. Est-ce que le sprite de Maître Yoda est dans une base du pour faire des Zelda-like, mais ça... Blossom Tales, apparemment, c'est aussi un pastiche Zelda-esque. Un pastichio, ouais. Bah, c'est encore mieux. C'est parce que j'ai dit que j'avais faim, c'est ça. Le sprite a été fait exprès par Lily dans l'équipe. Et bah, il est magnifique. Il va être 18h30, donc je vais devoir y aller. On va rester sur cette inconnue de Yoda. Les pastiches, c'est pas la base de toute itération améliorée. Si. Je ne sais pas quoi répondre. Attention. Ah mince, on se contredit. Bah si, ben après le pastiche, avant c'était utilisé comme exercice scolaire, tu vois, de faire des textes à la Proust,
Peut-être pas à la poste, c'est pas le plus facile. Donc, et dans le milieu du jeu vidéo amateur, je suppose que ça passe beaucoup par là, la création, mais c'est c'est quelque chose que tu m'avais déjà dit, Pierre-Yves, que d'abord tu veux reproduire un mouvement ou un geste ou un feeling, Ouais. et à partir de là, tu élabores. C'est que souvent les amateurs que j'ai interviewés, ils me disent d'abord j'aimais à fond les jeux vidéo, j'ai voulu reproduire un feeling que j'aimais bien. Je voulais soit raconter ma propre histoire de RPG, je voulais soit reproduire, allez, à l'époque du début des RPG Maker, début des années 2000, tu as quand même, toutes ces questions de... Attends, la musique me gêne un peu pour... du coup, comment est-ce qu'on fait ça? Tac. Tac. Capture d'écran, je vais juste l'enlever. Tac. De rien pour l'explication. Comme ça, on voit ce superbe fond que nous a créé Alexis. Ouais, il y a vraiment beaucoup de gens, beaucoup d'amateurs qui ont commencé, enfin principalement comme ça, quoi, c'est-à-dire en se disant, bon, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir, tu vois, la sensation par exemple de conduire un véhicule anti-gravité dans un truc à la F0, tu vois. Ça c'est une sensation, cette espèce de très particulière. Je sais pas si t'as déjà testé, Fanny, mais je sais pas, tu m'entends peut-être pas en fait. Si, je t'entends là. D'avoir une sensation très particulière en fait, d'avoir cette espèce de feeling quand tu tournes ton truc, tu vois, tu sens qu'il est censé un peu voler, donc tu sens il a pas l'adhérence, il a une espèce de petit laisser-aller comme ça sur le côté. Et puis voilà, j'ai par exemple un gars que j'ai interrogé qui disait, bah voilà, moi j'ai voulu essayer de reproduire ça au début, c'était ça que je voulais faire. Et puis alors, pareil, une fois que tu te mets un truc comme ça en tête, t'essayes de reproduire ça, t'essayes de créer des apprentissages, d'apprendre à programmer ou à manier un logiciel qui va te servir à faire ça spécifiquement en fait au début. Donc tu sauras peut-être, t'auras pas suivi un cours d'informatique intégralement, mais tu sauras faire un véhicule dans un truc et puis les bases d'un jeu de course. Souvent les amateurs font ça, ouais. Et je crois que c'est un truc... Excuse-moi, vas-y. Non, mais c'était juste que, en fait, c'était un peu ça qui a motivé ma question sur comment est-ce qu'ils ont décidé de créer leur blague et dans quelle mesure préparer ou pas. Parce que je me demande si c'est la même chose avec les figures ou les blagues. Ouais. Est-ce que si tu fais cette blague-là, c'est parce que tu veux reproduire, je ne sais pas moi, une sensation de surprise ou... ouais. Alors, Christophe, il répondra, s'il répond, il donnera son expérience à lui, mais j'ai l'impression qu'en général, après, avec le développement d'une pratique dans la durée, qui est des fois une pratique qui va durer sur 10, 15, 20 ans, et puis souvent avec les mêmes personnes, donc tu commences à te connaître, tu apprends à travailler ensemble, etc. Tu te retrouves en fait à avoir beaucoup plus aussi de réflexivité sur ça. Là, les éléments qu'on a vus dans le jeu, c'est quand même des choses... que ce soit pour reproduire ou pour détourner, il faut avoir une grande réflexivité sur sa pratique, sur son feeling. Christophe m'expliquait par exemple en entretien qu'ils avaient travaillé sur le délai entre le moment où tu appuies pour pousser sur le bloc et le moment où le bloc se met vraiment à glisser. Ça, c'est vraiment des questions d'essayer de reproduire des sensations, c'est très fin. Il faut vraiment beaucoup de... C'est technique. Il y a d'une part, il y a le geste technique, mais il y a aussi le côté découpage de questions. Ok, qu'est-ce qui fait que je ressens ça? Il faut passer par telle et telle et telle étape. Et puis, au début, j'ai mon bloc à pousser. Dès que j'appuie dessus, il y a le bloc qui dégage directement. Ah tiens, ça me satisfait pas complètement. Il faudrait que, au lieu qu'il pop à côté, il faudrait qu'il glisse, etc., etc. Et j'ai l'impression que les blagues, etc.,
c'est aussi des choses qui peuvent venir avec la réflexivité sur la pratique et quelque chose qui est qui se nourrit de l'élan de base, qui est reproduire quelque chose, une sensation, mais qui est aussi qui s'en émancipe en partie, tu vois, qui arrive à essayer de créer du neuf ou à essayer de détourner, quoi. Alors Christophe nous a répondu. Par exemple, le creeper de Minecraft, j'ai eu l'idée de le mettre dans le jeu juste parce que l'un de l'équipe pendant ce fameux week-end voulait tout le temps jouer à Minecraft au lieu d'avancer sur le projet. Bah, voilà. Ah, c'est super, ouais. C'est super intime presque comme humour. Alors après, on peut trouver ça drôle de voir un creeper dans la grotte même sans. Eh bien, je suis content que tu utilises ce terme, puisque c'est un terme que j'utilise dans mon dernier chapitre. Et je disais que justement, c'est aussi le caractère improvisé de la création en amateur, qui généralement a un effet attrape-tout, tu vois. Prendre des références vraiment dans le quotidien, dans les références culturelles, mais aussi sur... Ben voilà, il y en a un qui veut jouer à Minecraft, ah, ça nous fait rire, on va mettre un creeper. Et en même temps, du coup, ça développe une double adresse. Moi, j'essayais de parler d'adresse problématique du jeu vidéo amateur. C'est-à-dire que d'une part, tu as un public comme les jeux vidéo traditionnels, commerciaux, qui est pensé genre une cible, on va plutôt viser les mecs ou les filles, plutôt tel âge, plutôt tel niveau, etc., niveau catégorie sociale. Mais en fait, souvent, les amateurs ajoutent des implicites et une adresse à leurs proches, aux gens qui... parce qu'ils savent aussi qu'en tant qu'amateur... bon là, Zelda Solarus, il a quand même eu un succès impressionnant, mais dans beaucoup de jeux amateurs, ils vont être joués par 10 personnes, et souvent les amateurs, ils le savent pertinemment, et puis ça les dérange pas nécessairement, ils le font d'abord pour eux, mais... du coup, il y a une espèce d'aménagement qui est ultra subtil entre des éléments, comme tu dis, très intimes, très personnels, une blague entre potes, et en même temps réussir à la cadrer de manière à ce que ça soit pas une private joke dont le reste du public va être exclu. Tu vois, là, tu vois un creeper, bah c'est marrant, parce qu'il y a un creeper dans Zelda en fait, puis ça suffit à faire la blague. C'est marrant parce que je peux pas m'empêcher de comparer avec le domaine des fanfictions, où on trouve aussi ce type de double adresse, je dirais, dans le sens où il y a énormément de clins d'œil d'un texte à l'autre, aux autres membres de la communauté. Tu sais, une autrice de fanfiction, par exemple, elle va s'adresser à sa comme tu te fais grandir. Idée consciente. Mais oui, donc une autrice de fanfiction, elle va, par exemple, envoyer, faire des références à un texte de sa bêta lectrice, texte, ce genre de choses. Et parfois, c'est vraiment fait à l'arrache. Et donc, parfois, il y a des blagues que tu peux pas trop comprendre, ou des clins d'œil. Notamment dû au fait aussi que les fanfictions, souvent, elles sont offertes de personne à personne. Enfin, ça arrive très souvent. Que les gens s'offrent des textes pour un anniversaire, ou pour surmonter le moral, ou pour la Noël, la Saint-Valentin. En disant, ah, je sais que t'aimes bien cette là. Donc voilà un petit chapitre comme ça qui les met en scène. C'est énorme parce que tu retrouves ça dans le jeu vidéo amateur aussi, les jeux vidéo, on en a déjà parlé, de jeux vidéo d'anniversaire, de mariage, de demande en mariage. Attends, ça a coupé. les jeux vidéo d'anniversaire. Ouais. Les jeux vidéo de demande en mariage, ça existe aussi dans le jeu vidéo amateur. Mais je dirais que j'ai l'impression qu'il y a peut-être une différence dans la fanfiction où il y a moins le besoin de rendre accessible les private jokes. Par exemple, j'ai déjà même vu une fanfic de Pokémon, toujours, qui était en fait une production d'une conversation que plusieurs autrices avaient eu entre elles sur un Messenger, quoi. Et elles avaient fait du jeu de rôle, mais complètement parodique, où elles incarnent chacun un personnage, et donc elles se répondent. Mais c'est juste des blagues, et c'est pas vraiment une histoire. Et après, elles l'ont publié comme fanfic, quoi, pour le donner à lire aux gens. En mode, voilà, un jeu de rôle qu'on fait ensemble. Et donc, c'est pas super lisible, en fait, comme texte. Illustration en direct, puisque Christophe nous dit que le défi de Zelda, c'est un petit jeu cadeau fait pour quelqu'un aussi. Ah!
Et j'en ai retrouvé d'autres aussi, des jeux RPG Maker. Ça serait intéressant qu'on fasse un live dessus, si tu veux, une fois. Et peut-être tu prépares 2-3 fanfictions aussi d'anniversaire, et on se fait un live aussi sur ce genre de trucs. Il y avait un jeu RPG Maker qui disait, en gros, je l'ai mis... à la base, c'était un jeu pour mon petit frère, mais je me suis dit que finalement, j'allais quand même le mettre en ligne. Je crois qu'il n'y a pas trop de private joke, on verra bien. Et en même temps, c'est l'histoire de... je dis n'importe quoi, mais c'est... Paul qui doit retrouver les ingrédients de son gâteau d'anniversaire. Et en fait, les ingrédients, c'est des références à lui, à sa vie, tu vois, à ses goûts, à la personne en question. Ah ouais. Après, l'idée de s'il faut lire des fanfictions en direct, c'est pas toujours des trucs hyper safe. Enfin, je veux dire, on va peut-être se faire mal à notre deuxième. Ouais. Non, mais il faut peut-être oui, il faut peut-être sélectionner peut-être. Ouais. Souvent, les cadeaux... Bon, il y a beaucoup de romances. Pas nécessairement du sexe, mais il y a quand même beaucoup. Alors ça, pardon, mais du coup, j'en profite pour le dire, mais c'est que j'ai complètement oublié son nom, mais c'est quelqu'un c'est une doctorante à Paris, j'ai complètement oublié son nom, qui m'avait demandé si j'avais croisé beaucoup de jeux porno, parce que elle travaillait sur le jeu vidéo porno, et il y en a notamment beaucoup dans le doujin japonais. Ouais. Et j'en ai croisé aucun pendant les 6 années de ma thèse. J'ai pas d'exemple de jeux vidéo porno amateur ou érotique, ou si tu veux, ou quelque chose comme ça. Alors que c'est très présent dans les fanfictions, et très présent dans le jeu vidéo amateur japonais. C'est vraiment quelque chose qui me pose question. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant. Et les seuls, si tu mets jeux vidéo porno, tu tombes vraiment sur des sites porno, et c'est des trucs... professionnel. Ouais, c'est vrai que c'est pas... Parce que autant au Japon, genre tu vas à un festival de dos, tu sais que d'office, il y a des stands qui vont être spécialisés là-dedans. Ouais, ce serait à creuser. Je sais pas, peut-être que c'est interdit ici sur les sites d'amateurs, les sites de fans qui diffusent des jeux, genre... Il y a peut-être quand même une politique éditoriale quand ils sélectionnent un peu les trucs. Ouais, Gaël parle d'un jeu RPG Maker dans lequel tu devais retourner des cases pour découvrir des images érotiques. Si jamais tu le retrouves, je suis curieux de le voir. Parce que c'est... Ouais, en tout cas, j'imagine bien que ça doit exister. Hein. Je vois pas pourquoi ça n'existerait pas, en fait. Enfin... Toute technologie a donné lieu à une appropriation par le porno, une adaptation à un porno, donc je vois pas bien pourquoi le jeu vidéo amateur... C'est peut-être juste des réseaux très séparés, ouais. Alors que, genre, dans le doujin, ils sont complètement mélangés, et dans les fanfictions aussi, je veux dire, c'est les mêmes plateformes qui rassemblent et les fictions érotiques et les fictions de tous les autres genres. Quoi. Mais je pense que quand même, j'aurais dû voir dans les sphères amateurs de base... des jeux vaguement érotiques, mais qui passaient quand même, si tu veux, le... Non, enfin, je sais pas, c'est bizarre quand même. Dans les ROM hacks que j'avais étudiés de Pokémon, il y en avait un, mais je peux pas dire qu'il était vraiment érotique, parce qu'en fait, il était juste outrageusement parodique. C'était Pokémon My Ass. Et donc, il y avait plein de blagues de cul, mais c'était pas à vocation érotique. Je veux dire, c'était juste que le but, c'était de renverser les codes de Pokémon de la manière la plus violente possible. Donc, c'est violent. Genre, il y a une boucherie où tu peux vendre tes Pokémon pour gagner de l'argent. Et les personnages parlent de pornographie tout le temps. Mais c'est pas... C'est encore autre chose, quoi. C'est pas premier degré, quoi. Ok. Bon, bah, ça fait quelques pistes à creuser. Oui. Merci beaucoup pour vos retours sur le chat. Ouais, à fond. Merci Christophe d'être venu, c'était incroyable de pouvoir te compter parmi nous en même temps qu'on commentait tes jeux. Bon, ça montre aussi le besoin de bien connaître les jeux aussi. Si tu veux montrer beaucoup de choses dans un jeu, il faut quand même avoir avancé dans le jeu pour pouvoir le reproduire. À quand le prochain rendez-vous ? Maximum, ce sera jeudi prochain à 16h30, puisqu'il y aura je donnerai un cours sur le jeu vidéo amateur
Donc là, on n'a pas encore bien calé la formule, mais a priori, Fanny, je dirais que je dois donner cours pendant à peu près 1 heure. Et après, on a du jeu commenté. Alors, on avait prévu de montrer Zelda Solaris, donc ce sera peut-être autre chose finalement. Peut-être que je ferai un truc sur Mega Maker, le jeu de création sur du Megaman. Et voilà. Et après, à mon avis, on va streamer entre temps. Puisque j'ai plein de projets différents. On voulait faire un stream à 3 avec Julie aussi pour faire sur un walking sim et rendre hommage à nos amis québécois de profil ludique. Et j'aimerais bien aussi avec un collègue qui travaille sur la bande dessinée streamer du jeu vidéo très bande dessinée. Enfin bref, il faut voir si on a le temps et comment ça se met. Mais on va essayer de faire des trucs. En tout cas, pour rebondir sur les cours, normalement tous les prochains cours seront donnés sur Twitch, si tout se passe bien. En tout cas, la plupart. Donc ce jeudi, ce sera Pierre-Yves qui fera sur le jeu vidéo amateur. La semaine prochaine, je ne sais pas encore. Ce sera peut-être Colin Cidre, mais s'il a une assez bonne connexion et qu'on se sent de le faire en direct, sinon ce sera Boris qui prend. Et donc, a priori, le jeudi à 16h30, le cours d'histoire et analyse des pratiques du jeu vidéo se fera, sauf mention contraire. Mais donc, il y aura des étudiants dans le chat, donc vous devrez bien vous tenir. Comment provoquer l'inverse, tu sais. Non, mais comme aujourd'hui, vous avez été parfait. Ouais, non, c'était très cool. J'ai pas pu lire tout d'ailleurs. Mais je pense que c'est aussi bien d'être au moins 2 pour qu'il y en ait un qui puisse avoir l'œil sur le chat parce que ça fait vraiment beaucoup d'informations en même temps. Et jouer, commenter et lire le chat en même temps. Ouais, c'est dur. Mais ça s'apprend peut-être. Ou alors il faut jouer d'office à des jeux qu'on connaît. Maintenant, c'est un peu dommage parce que c'est unique. Enfin, ça veut dire qu'on peut pas faire de découverte. Je sais pas. On va voir. On va expérimenter. On va voir. Et puis moi, je fais du construct bientôt. Et puis voilà. Bref, allez, on arrête. Salut. Abonnez-vous. Faites des dons. Non, faites pas de dons. Bisous. Ouais, non. Au revoir. Merci d'être venu. Et portez-vous bien dans cette période troublée, comme on dit. Prenez soin de vous.